En 91, je perds mon papa. Pendant les années ville morte. D'accord. Je perds mon papa. Donc, je perds mon papa une semaine avant l'examen. Donc, on va le faire enterrer et puis une semaine après, je compose pour après GD que je passe. Et ensuite, 92, je passe mon bac. GD. 93. Année 93. Voilà. Donc, je vais dans mon port. Je commence, j'ai déchargé les camions. Donc, j'étais, comment on appelle, docker. Docker, oui. Voilà. Entre des agents pour des camions de cacao bien garés, bien un camion de café. Non, c'était des sacs de 50 kilos. On les déchargeait. Parfois, tu te retrouvais à décharger comme ça 200, 300 sacs par jour pour gagner à l'époque. C'était 1400 francs. Moi, par exemple, si ça ne dépendait que de mon père biologique, si je le dis ainsi, je n'aurais jamais été à l'école. Quand tu commences à travailler, la première des choses, c'est de chercher à avoir un poids. Le poids est très important. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc l'idée de mettre les voitures, les appartements chics avant la maison, c'est complètement sur le nous. Ça ne rentre pas dans notre culture. La première des choses pour nous, quand tu as commencé à gagner de l'argent, c'est d'avoir un poids. On apprend par une école à être riche, dans une école à être riche de famille. On apprend par l'exemple, en suivant l'exemple de celui chez qui on a vécu, celui qui t'a parrainé, celui qui t'a tenu la main. C'est comme ça que tu apprends comment il faisait. Tu peux arriver dans une maison et tu ne vois pas la femme. Elles sont derrière la cuisine. Tu peux arriver, discuter avec le père, une heure et repartir, sans savoir même que le repas que vous êtes en train de manger, c'est une femme qui a cuisiné. Puisqu'elle cuisine, elle envoie les enfants servir, elle ne se présente même pas. Tout ce qui concerne le côté amour, par exemple, ils sont pas. Romantique. Ils sont C'est ça? le côté romantique, ils sont pas. Non, pas moi, pas moi, je suis romantique. Pas moi, en tout cas. Moi, je veux pas autant que faire se peut d'avoir du romantisme parce que les femmes, elles en ont besoin. Oui. Voilà. Ok. Donc, pour moi, d'ailleurs, je suis un gentleman, pour moi, ça coule de source, donc c'est pas. Je ne force pas. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine. Alors moi c'est Wilfried Zemza et ensemble avec tous les autres intervenants de la chaîne on te parle Afrique, on te parle diaspora, mais surtout on parle entre jeunes. En effet, si on aborde tous les sujets qui animent le quotidien des jeunes africains de la diaspora et si on en parle dans le but d'en faire des armes de développement massif. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le thème actuel de l'immersion Afrique, en particulier l'immersion au Cameroun. Et dans le cadre de ce thème, on reçoit une nouvelle invitée sur le plateau, invitée très spéciale. Non seulement parce qu'il correspondra très bien au sujet du jour, que je vous présenterai plus tard, mais aussi parce qu'il s'agit de mon père, qui a bien voulu participer au jeu, qui a bien voulu se prêter au jeu, et avec qui on va s'entretenir aujourd'hui dans le cadre d'un sujet très particulier et surtout très intéressant. Je suis sûr que vous serez bien satisfait du contenu qui sera livré ici. Mais avant ça, on va présenter l'invité du jour. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur Kadoudou. On va essayer. Enfin, d'habitude, il y a un certain formalisme, mais ça sera un petit peu compliqué parce qu'on est avec mon père aujourd'hui sur le plateau. Donc, moi, on va essayer de faire au mieux pour livrer un contenu assez universel. Donc, est-ce que tu peux te présenter, papa, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément sur la chaîne? Présentation succincte ou large, comme tu le sens. Bon, je suis monsieur Zemza Siméon. Oui. Fils de feu Toudem lui et de feu Maculeux Jean d'Arc. Je suis né en Banga le 17 décembre 1971 à la maternité de Banga. D'accord. Voilà. J'ai fait mes études primaires
à l'école Saint-André de Mbanga, qui était à proximité de notre domicile familial. Voilà. D'accord. Et après l'obtention de mon CEP, je suis allé au CS de Mbanga, c'était à l'époque CES. Voilà, j'ai eu mon BEPC dans les années 89, voilà, au CS de Mbanga. Et à cette époque, quand tu passais le BEPC, tu étais automatiquement transféré au lycée de Manengouba, c'est-à-dire au chef de département, puisque Mbanga n'avait pas de lycée. D'accord. Voilà. À l'époque, il y avait combien de lycées au Cameroun? Il y en avait plusieurs. Je ne veux pas beaucoup me souvenir, mais toujours été dans ma contrée, à Marais, il n'y avait pas de lycée. D'accord. Dans la même année, il fallait que j'aille au lycée de Manengouba, pas transfert direct, donc je n'avais pas besoin de faire un concours. D'accord. Mais je n'y suis pas allé parce que je ne voulais pas continuer en général. D'accord. Parce que mes parents étant pauvres, il fallait bien que je fasse une série qui peut rapidement générer de l'argent. Voilà, me générer de l'argent. Donc c'est pourquoi, sous le conseil de certains aînés comme M. Taguib Jean-Marie, dit Tchacha, le papa de Miguel que tu connais bien, qui était mon aîné direct, on était voisins au quartier, mais c'était toute une famille, c'était mon aîné et mon mentor. Quoi. D'accord. Voilà, et j'ai voulu faire comptabilité comme lui, parce que lui à l'époque il faisait de la comptabilité. D'accord. Parce que lui il avait eu un CAP au collège Saint-Jean de Mbanga, et il était déjà à Bonabéli. D'accord. Donc du coup c'est lui qui me donne cette envie de faire la comptabilité. D'accord. Je viens donc déposer mon dossier pour faire le concours d'entrée au lycée polyvalent. D'accord. Que je passe régulièrement dans les années 89-90. 89-90. Voilà, il faut dire que le vert blanc, à l'époque, c'était une tenue très prisée. C'était pas n'importe qui n'entrait pas au lycée polyvalent. Le vert blanc. Le vert blanc. Bon, c'est d'ailleurs la même tenue ici, puisque j'ai des cadets et ta petite soeur qui sont passés par là. D'accord. Et les cancres n'entraient pas au lycée polyvalent, pour dire, pour parler de manière triviale. Quand je dis cancre, c'est pas une insulte, c'est pour dire ceux qui n'avaient pas le niveau. C'était une université de renommée. Voilà, non, un lycée de renom, voilà. D'accord. Donc, je passe régulièrement ce concours et je m'inscris dans un second BG. Et 3 ans plus tard, j'ai réussi à mon baccalauréat G2. D'accord. Voilà. Je passe mon baccalauréat G2 dans les années 92. D'accord. Bon, il faut dire, en 91, je perds mon papa. Pendant les années ville morte. D'accord. Voilà, je perds mon papa. Donc, je perds mon papa une semaine avant l'examen. Donc, on va le faire enterrer et puis une semaine après, je compose mon préparatoire G2 que je passe. Et ensuite, 92, je passe mon bac G2. D'accord. Et à l'époque, quand je passe mon bac G2, mon tuteur et oncle, papa Bernard, qui s'occupait de mes études, avait des soucis dans son travail, donc c'était plus ça, son entreprise était en phase de déclin et les salaires étaient plus constants. D'accord. Il m'a appelé pour me dire, mon fils, tu sais, j'étais toujours soutenu depuis que tu fréquentes, puisque mon papa n'avait rien. On vivait des petits boulots comme ça. C'est ma mère qui nous nourrissait, parce que mon père était malade très tôt. Donc c'est ma mère avait des travaux champêtres, tout le monde l'aidait aussi dans ce sens, il y avait des petits commerces comme elle faisait. Le commerce de boissons, le commerce de pétrole, le commerce de... Il faut dire, ma mère était distributeur de produits Guinée-Samanga. D'accord. Voilà, elle était sous-distributeur pour le dire ainsi. D'accord. C'est avec ces petits commerces-là qu'on nous nourrissait. D'accord. Et parce que papa est tombé très tôt malade et il n'avait pas de moyens pour subvenir aux besoins. Donc, ma mère s'occupait de la partie ration alimentaire, vêtements. D'accord. Et mon oncle, papa Bernard, s'occupait de la partie scolarité. Voilà, c'était comme ça que nous avons grandi. Et quand il m'appelle en 90 pour me dire que mon fils, je suis devenu court, je ne peux plus rien pour toi. Directement, il faut dire avant, j'ai quand même voulu essayer quand même d'études universitaires. Études supérieures. D'études supérieures. Je suis allé m'inscrire à... Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'université à Douala. Donc, je suis allé m'inscrire à la faculté des sciences économiques à Yaoundé. Et à la faveur d'un décret de septembre, l'université de Douala est créée, la même année en 93. Donc, du coup, je repars de Yaoundé pour venir à Douala. Et quand je vois l'ambiance dans les amphis, 3 000, 4 000 élèves, ça allait dans tous les sens. J'étais habitué à une salle où j'avais 70 élèves ou plus au lycée polyvalent. Donc, du coup, je me sens dépaysé. C'est comme ça que je vais m'inscrire au cours de promotion sociale. C'était à 27 à l'époque. Voilà le cycle. Je vais faire un BTS en comptabilité. Bon, avec
les petits boulots que je faisais. Je croyais que je pouvais jouer les 2 beaux points de payer ma scolarité parce que le BTS, on le payait, c'était à l'époque à 300 000 francs pour 2 ans. Bon, 600 000 francs pour 2 ans, donc 300 000 francs par année. Voilà, entre pouvoir manger, puisque j'étais déjà livré à moi-même. Oui. Pouvoir manger à Douala, puisque j'avais quand même, à l'époque, mon oncle était parti de Panda pour Bonamou, donc on avait toute une villa à moi et mon frère aîné. Voilà. Et il fallait manger, il fallait payer le transport pour la. Donc très tôt, tu as été confronté aux réalités de la vie. Aux réalités de la vie, voilà. Il fallait que je fasse des petits boulots. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Donc là, on a eu une présentation plutôt large. Voilà, plutôt large. Et par ailleurs, je voulais compléter ma présentation. Bon, si tu. Non, oui, vas-y. Voilà, si tu me permets. Je voulais faire une présentation c'est-à-dire, je voulais finir tout mon cursus scolaire jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et tu vas continuer si le temps le permet. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Voilà, donc. Ça permettra aussi de connaître en surface un petit peu l'homme qu'on a en face de nous. Voilà. Et puis, ça sera plus digeste pour tout ce qu'on dira. Voilà. Concernant le sujet du jour que je n'ai pas encore présenté, je présenterai plus tard. Voilà, je suis un peu bavard, excuse-moi. Voilà, donc, je me retrouve dans à faire des petits boulots. À l'époque, il y avait dans la zone portière des usines. Voilà, des usines à café et à cacao. Et j'avais la chance d'avoir un oncle là-bas qui s'appelait Papa Richard, qui était, je crois, contremaître. Oui. Voilà, je vais donc le voir à la maison pour lui dire, papa, je veux bien faire des petits boulots pour pouvoir subvenir à mes besoins. Oui. Il me dit tout ce que j'ai comme petit boulot aussi, puisqu'à l'époque, il y avait une crise rude au Cameroun. C'était en quelle année à peu près? 93. Année 93. Voilà, donc je vais au port. J'ai déchargé les camions. Donc j'étais, comment on appelle, docker. Docker, oui. Voilà, on était des agents quand le camion de cacao vient garer, ou bien un camion de café. Non, c'était le sac de 50 kilos. On les déchargeait. Parfois, tu te retrouvais à décharger comme ça 200, 300 sacs par jour pour gagner à l'époque. C'était 1400 francs la journée. 1400 la journée. Et dans les 1400, il fallait que tu manges. Ce qu'on mangeait, c'était quoi? C'était des boules, on appelait ça combat. C'est-à-dire que le gâteau de maïs, oui. Il fallait que ce soit consistant pour pouvoir tenir la journée. On appelle ça d'ailleurs le repas du maçon aujourd'hui. Voilà, on achetait le rôle à 100 francs, et c'était pas donné. 100 francs parce qu'on avait déjà, je ne prenais pas le risque de prendre un taxi ou bien une moto parce que la moto avait, après le démon de la moto, il y avait le démon des motos. Je partais à pied de Bépanda jusqu'à l'intérieur du port. Ça me prenait environ 45 minutes. C'est vrai que quand j'arrivais, j'étais couvert de sueur. Il fallait que j'aille aux toilettes, prendre un bain et mettre mes saillons. On appelait ça des saillons, c'est-à-dire des tenues de travail. Voilà, c'était comme ça. Et d'ailleurs, j'y avais retrouvé mon frère Polycarpe. Polycarpe Taguenan, que tu connais. C'est comme ça qu'on a fait ce petit boulot-là pendant peut-être 2 ans. Et en 94, on a la chance, puisqu'on avait j'avais quand même un bac G2, il y a un blanc qui s'appelait à l'époque M. Pelado, voilà, en français, et avec l'avènement de l'informatique. Voilà, l'avènement de l'informatique, non, ça c'est en 95. Donc on commençait à informatiser le système qui était manuel dans le bureau, on a commencé à dématérialiser un peu, une sorte de dématérialisation, quoi. L'informatique est arrivée, et comme la SOAM à l'époque, qui était devenue Saga, qui était une société française, voulait donc bien informatiser son système. Parce qu'il faut le dire, avant, il y avait la loi Bocam en 94, qui disait que l'employé pouvait négocier directement avec l'employeur. Même si tu as un doctorat et qu'on te donne 50 000 francs, si tu acceptes, ça a permis quand même d'absorber aux entreprises d'absorber le gros des chemins qui étaient dans la. Parce qu'avant, bien avant nous, quand tu avais un BPC, on pensait que tu avais droit à telle catégorie. Quand tu avais un bac, tu avais droit à telle catégorie. Quand tu avais une licence, tu avais droit à telle catégorie. Dans les entreprises, et l'État avait un œil de revers là-dessus. Mais avec la loi Bocam, parce qu'il y avait trop de chômage, ils ont donc libéré un peu, dit que l'employeur pouvait négocier avec l'employé. C'est comme ça que quand la saga informatisation, ce monsieur Pelado arrive au magasin un jour, il dit, est-ce que parmi ceux qui portent les sacs là, parmi les manœuvres, est-ce qu'il y a des gens qui ont été à l'école? Effectivement, on nous a trié sur le tas, sur peut-être 200, 300 personnes. On nous a sorti 4 ou 5 qui avaient au moins un bac. Avoir un bac voulait dire qu'on pouvait nous apprendre l'outil informatique. Voilà.
C'est pourquoi je demande aux enfants, à vous, à tous les aînés, à tous les cadets qui sont venus, je vais toujours dire, il faut aller à l'école. Même quand on est en chômage, il faut aller à l'école parce que l'école te permet d'avoir la logique déjà. Parce que quand tu as déjà été à l'école, tu es déjà sûr. Parce que quand tu es à l'école, tu es sur le marché de l'emploi. Voilà. Donc c'est cette chance-là que j'ai eue comme ça. Et on nous a pris 4 ou 5, on nous a commencé, on nous a fait l'outil informatique. Et j'ai assimilé très vite parce que j'avais l'esprit ouvert. Donc ça nous a donné droit au moins après cette époque-là, je pouvais travailler tous les jours. Donc, parce qu'avant, quand je partais, il y a des jours où je partais de lundi à samedi, je travaillais 2 jours une fois. Je suis obligé de marcher à pied pour rentrer. D'accord. Parce qu'aller jusqu'à y arriver ne veut pas dire automatiquement que tu vas travailler. Voilà, c'était la main occasionnelle, comme on dit. Donc, c'est quand il y a des camions déchargés qu'on nous prenait. Voilà, donc quand on m'a donc pris comme pointeur. Voilà, comme j'avais appris l'outil informatique, je suis devenu ce qu'on appelait pointeur à l'époque. Voilà, et bon, ça n'avait rien avec la comptabilité, c'était des affaires de calcul, complet, sacs, faire des reporting, des choses. Des inventaires. Des inventaires, voilà. Et si mes amis avec qui j'étais avant déchargeaient les camions, je devais venir dire tel camion a donné tel sac, et faire des petits rapprochements comme ça. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, plus tard, je quitte la saga dans les années 2000 et je rentre en cabinet. Parce que je constatais que j'avais travaillé il y a 7 ans sans être titularisé, sans être embauché. Et plus tard, on m'a embauché dans les années 2000, mais 6 mois après, je voyais que ma vie n'était pas là-bas, j'ai voulu aller vers d'autres horizons. Et je suis donc rentré en cabinet pour faire le métier que j'avais appris à l'école. Et c'est de là que un certain monsieur Tadier, qui m'avait été recommandé à qui j'avais été recommandé par M. Kenny Edouard, lequel M. Kenny Edouard était un collègue de Tagimi Jamara, tu vois qu'on tourne toujours entre nous. Dans un socle. Voilà, qui était un ami de mon parrain, c'est toujours M. Tagimi qui me recommande à Kenny, qui me recommande lui aussi à monsieur qui était un fiscaliste, Tadier, comment il s'appelait, Tadier, c'était un gars bandine. Tadier Raphaël, voilà. Voilà, Tadier Raphaël. Donc je rentre dans un cabinet chez M. Tadier pour réapprendre la comptabilité parce que 7 ans après j'avais plus les prix de là, il fallait que je me reforme, que je me recycle. Et c'est de là que mon futur patron, mon futur et véritable patron que j'ai d'ailleurs eu, M. Tchambon Samuel, qui avait la société Aston. Parce qu'en cabinet, on avait des portefeuilles. Chacun suivait le portefeuille d'une entreprise. Donc moi, je suivais le portefeuille de Aston. Et pour dire la petite histoire, lui m'a recruté au téléphone des États-Unis. Parce qu'à l'époque, il était aux États-Unis et il est tombé sur un travail que j'avais fait. Et il m'a appelé pour me demander qu'il a vu la clarté de mon travail et il souhaiterait que je... Tu intègres son cabinet? Non, pas que j'intègre, j'étais déjà au cabinet. J'étais dans le cabinet qui suivait son entreprise. Donc que j'intègre son entreprise en tant qu'employé de son entreprise. Donc je pouvais partir du cabinet. Il voulait te débaucher? Voilà, il voulait me sortir du cabinet parce que au cabinet, qu'est-ce que j'avais? On me payait 70 000, je pense. Mais Aston payait au cabinet qui me payait. Donc je n'étais pas payé directement par Aston, mais je suivais le portefeuille d'Aston comme le portefeuille de beaucoup d'autres sociétés. D'accord. Donc M. Tchangom décide de me débaucher. Et je commence à travailler comme employé de M. Tchangom en temps plein, comme comptable chez lui. Voilà, ça c'est dans les années 2002. Donc je crois que j'ai travaillé avec lui une dizaine d'années. Et là, tu ne touchais plus 70 000? Non. M. Tchangom à l'époque me payait 110 000. D'accord. Et c'est le patron qui m'a forgé, qui m'a appris. C'est chez lui que j'ai appris le goût du commerce. C'est chez lui que j'ai appris que tu peux acheter à 100 francs, et revendre à 120, 130 francs, 140 francs, payer tes petits impôts et avoir ta... Et il m'a beaucoup appris, pas sa rigueur. Il m'a vraiment, ça il faut le reconnaître, sa rigueur au travail, sa façon d'être pointilleux, j'en ai beaucoup appris. Donc et c'est même lui qui me donne le goût des affaires. Puisque quand il parle de chez lui, je n'ai plus l'intention d'être salarié chez quelqu'un. Parce que j'avais vu ses méthodes et j'avais apprécié. J'avais apprécié sa rigueur et sa clairvoyance, son honnêteté. Parce qu'il faut dire là-bas, je n'avais pas de retard de salaire. Quand il disait le 5, bon, puisque c'est moi qui étais comptable, il me disait, avant le 5, je dois avoir les états de salaire sur ma table. Donc lui, quand le 5 tombait même un lundi, il payait bien avant.
Donc, quand c'est le 5 ou un dimanche, je veux dire, il paye le vendredi. Ah, d'accord. Voilà. Oui, Donc, l'excès de oui, pas oui, de- non, c'était réglé comme sur du papier. Bon, il y a des petits débats, si on peut dire que le salaire est petit, mais je préfère un patron qui te promet 5 francs et qui te donne les 5 francs à temps. Parce que quand il décide de sa masse salariale, c'est aussi en fonction de ses bénéfices. C'est vrai, il était rigoureux, mais côté salaire, vraiment rien à toucher. D'accord. Donc c'est vrai qu'après lui, c'est donc chez lui que j'apprends Les affaires. sa façon de faire et je décide de le mettre en propre compte. Donc quand je pars de chez lui, c'est de manière volontaire. Toujours, j'ai démissionné en maternité pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. J'ai dit, je vais le mettre à mon propre compte. Et pour le mettre à mon propre compte, c'est quoi? J'ai appris que puisque chez lui, à l'époque, il construisait 2 Serena. Serena Sable et Serena Bali. Donc, j'avais donc affaire à plusieurs corps de métier. Serena Hotel. Serena Hotel, voilà. J'avais donc affaire à plusieurs corps de métier. D'abord, dans le cas d'Aston, j'ai appris l'électronique. Je peux installer un téléviseur, alors que je suis comptable. Et donc, comme il construisait l'immeuble, je devais gérer le menuisier, le maçon, le ferraille, le vitrier, le chevronnier, tout ça. C'est comme ça que j'ai appris à connaître un peu de ces métiers-là. Voilà. Donc, quand je me mets à mon propre compte, je me mets à faire dans les services, je fournis le matériel qui rentre dans tous ces métiers parce que j'avais des unités affrontées à ça avant. Donc, j'ai ouvert ma petite société à l'époque, en 2013. Voilà, 2013, ça fait aujourd'hui 11 ans. Voilà, c'était dans le sac. D'abord, j'ai marché parce que je n'avais pas de capital. Voilà. Mais tu as fait ça en 2013, mais il faut dire que tu étais à ton compte déjà bien avant. C'est pas en 2013 que tu t'es mis à ton compte. Non. Je suis parti à Aston en 2009. Ah, d'accord. Voilà. J'avais ma société dans le sac. Je faisais dans les fournitures de sable et de gravier. D'accord. C'était dans le sac. Donc c'est en 2012 que je formalise ça en faisant le dossier fiscal et tout ça parce que je suis parmi ceux qui ont appris aux entreprises qu'on peut livrer du sable ou du gravier et faire une facture. Parce que je voulais sortir du noir. C'est plus tard que je diversifie tout ça. Voilà, comme il faut prix fourniture aujourd'hui, si on peut compter, je ne sais pas, c'est de 2013. Voilà, ça fait 11 ans, 12 ans. Voilà. D'accord. Bon, entre-temps, je suis devenu chef de communauté dans la communauté football de Bonabéry. Donc voilà, succinctement. La présentation. Voilà. Ça, c'était pas succès. J'espère que je n'ai pas été très long. Non, tu étais long. Ça fait 20 minutes. Voilà. Mais bon, c'était très intéressant. Et puis ça permet de planter le décor d'une manière vraiment sublime, j'ai envie de dire. Puisque moi, je remarque que surtout, c'est une forte empreinte de famille à l'intérieur. Pas seulement famille, mais également, j'ai envie de dire relationnel. Mais je préfère utiliser le terme famille. Ouais. Parce que à chaque fois, tu cites des noms, des gens qui t'ont impacté, des gens qui t'ont marqué, des gens qui t'ont référencé. Tu as parlé beaucoup de ton parrain. Justement, c'est le sujet du jour que j'ai introduit parce que aujourd'hui, on va parler de la famille. Famille dans la culture africaine, parce que ça fait partie des éléments les plus marquants, les plus ancrés dans cette culture-là. Et quoi de mieux qu'un chef de famille pour en parler aujourd'hui sur le plateau de diaspora africaine. Donc la famille, c'est le sujet du jour. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la famille? Qu'est-ce que tu penses de la famille? Dans la culture africaine, c'est quoi pour toi la famille, papa? Non, la famille, c'est quoi? La famille, c'est toi, ton épouse, tes enfants, tes oncles, tes tantes, tes cousins. Dans le cadre de la culture africaine, tes oncles éloignés. Parce que généralement, c'est des familles polygamiques. Oui. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on a des frères consanguins qui vont aussi faire des enfants. Du coup, dans une famille où on se retrouve, où le père avait 2 ou 3 femmes, on se retrouve à 15, 20, 30 frères qui sont, ça c'est consanguins, c'est le mot des Français, qui sont des frères en fait. Oui. Parce que c'est dans le dictionnaire quand même qu'on a vu le mot de consanguin. Avant, mon oncle n'était pas j'appelais pas ça oncle. C'était mon père. Notre père. Oui, mon père. Voilà, mon père. Ou ma tante n'était pas ma tante, c'est ma mère. Voilà, donc c'est avec le dictionnaire ou bien l'influence de la culture française qu'on a les mots de cousin. Étranger en général. Voilà, donc la famille, chez nous, c'est la grande famille, il n'y a pas de petite famille. Donc la famille ne se résout pas à toi, ton épouse et ton fils comme en Europe. Non.
Ici, c'est plus Justement, élargi. c'est ce que je voulais appuyer dessus parce que tu as commencé par toi, ta femme, tes enfants. Je crois que tu as été arrêté là. Après, Non, du tu as l'au-delà. tout. Je ne peux pas faire cette erreur. Mais pourquoi la famille, c'est au-delà de ça? C'est comme ça que. Normalement, chez toi, tu as ta femme, tes enfants et tes enfants. Pour Non, aller non, non, encore non. chercher. On peut encore accepter les grands-parents, Non. les oncles directs, les tantes. Non, je vais te dire tout de suite, c'est comme ça que nous avons grandi. Et moi, par exemple, si ça ne dépendait que de mon père biologique, si Oui. je peux le dire ainsi, je n'aurais jamais été à l'école. Peut-être jusqu'au CEP, par exemple. Puisqu'il est tombé malade, il avait un mal de yeux qui lui empêchait d'aller au champ et tout ça. On avait fait une opération qu'il avait complètement immobilisé. Si mon oncle ne me considérait pas comme son fils, je ne serais jamais allé à l'école, par exemple. Voilà un peu. Et il y a comme ça tant de cas qu'il faut citer. Et moi, je continue dans cette lancée. Si je veux, les enfants qui sont passés par ici, il y a des neveux, il y a des cousins. Si je veux payer la scolarité à un enfant, je ne regarde pas que c'est mon fils biologique. Puisque moi-même, j'ai été élevé dans les mêmes conditions. Donc, c'est un peu que chez nous les Américains, ça se perpétue comme ça de père en fils. Et de génération en génération. Voilà. Quand on a un macabre à manger, on se partage. Si tu veux dire que tu vas manger qu'avec tes enfants, que tu as accouché, ça ne marche pas. Quand tu as un macabre, tu partages, tout le monde mange. Tous ceux qui sont dans ton entourage direct. Ou bien, si c'est au village, tu leur envoies de temps en temps. Si c'est pas en Bangladesh du Sud, tu leur envoies de temps en temps. Ou même dans le cadre, comment j'appelle ça, cette façon de partager. Solidarité. Cette solidarité nous a guidés depuis notre temps d'enfance et c'est resté ancré dans notre façon de penser. Et c'est ce que j'essaie de t'inculquer aussi. Toi, tes aînés et tes petits frères. D'accord. C'est quoi les avantages de ça? C'est d'avoir un retour, c'est de donner pour avoir un retour? Non, du tout. C'est quoi les avantages? Non, parce qu'on a d'autres cultures qui se limitent à femme, enfant, peut-être parents directs et ils n'ont apparemment pas de problème. Non, je ne crois pas que ce soit. Je ne crois pas qu'il faut voir ça en termes d'avantages ou de désavantages. C'est notre culture, c'est comme ça que nous avons grandi et nous essayons de faire ainsi parce que par moment, tu te dis, si tu as abondance chez toi, pendant qu'un frère, un cousin, un neveu souffre à côté, tu as le sentiment que tu n'as pas accompli ton devoir. Voilà. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais cette solidarité-là, nous avons appris ça de nos parents et nous essayons de la perpétuer. D'accord. Voilà. L'autre culture, c'est la culture. Bon, je ne veux pas enlever aux Européens leur culture. C'est leur mode de fonctionnement qui est totalement distinct et différent du nôtre. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, on comprend que tu as baigné dans cette culture-là. Voilà, j'ai baigné dans cette culture. C'est dans mon ADN. Voilà. Surtout, tu as vu des avantages, donc tu ne peux que... Oui, les avantages, c'est d'avoir... Voilà. Et moi, tu sais, je suis plutôt famille. Oui. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont pingres, qui ne partagent pas autour d'eux. Je ne veux pas chacun a sa... Même quand vous sortez du ventre de votre maman, quand vous êtes 5, chacun a son habitude. Il y a d'autres personnes qui sont toujours ici en Afrique, qui ne partagent pas. Et partager ne veut pas dire qu'on a. Partager, ce n'est pas quand on a l'abondance. Il y a des gens, il y a des titres de notabilité chez nous, à l'Ouest Cameroun. Il y a certaines personnes à qui on donne le nom de notable de Gamdandi. Gamdidi. Voilà, celle qui partage et qui doit affamer. C'est-à-dire qu'elle donne même au point de s'oublier, voilà, de s'oublier à elle-même. Oui. Elle-même, elle s'oublie. C'est-à-dire qu'elle oublie, peut-être, elle donne à tous, les cousins, les oncles, tout ça. Elle ou bien ses propres enfants, elle oublie. On dit Magamdinzi, voilà. C'est-à-dire que tu partages au point où toi-même tu dois affamer. D'accord, on comprend très bien. C'est vraiment très puissant. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'étayer plus largement la question de l'interview. Mais j'ai envie de renchérir parce que la famille est très souvent chapeautée par ce qu'on appelle trivialement chef de famille en Afrique. Oui. C'est quoi un chef de famille? Le chef de famille, c'est le père, c'est celui qui donne le temps. Celui qui fixe le cap dans la famille. Généralement, le père de famille, non. Je vais prendre une famille réduite. Oui. C'est celui. Je vais limiter ça à la maisonnée. Parce que ça peut se transposer aussi dans le cas de la grande famille, où tu es susceptible d'une famille où il y a plusieurs épouses et plusieurs enfants. Je vais me limiter au fait à la famille de la maisonnée, où à l'intérieur tu es le chef de famille. Comme moi, j'ai des enfants
j'ai des neveux, parce qu'en fait, on n'appelle pas des neveux, ce sont mes enfants. Voilà. Tous ceux qui sont dans la maison, madame et les enfants, c'est moi qui fixe le cap. Fixer le cap, c'est quoi? Déjà, j'ai des devoirs. J'ai des devoirs et j'ai des prérogatives. Je vais commencer par les devoirs. C'est de s'occuper de leur nutrition, s'occuper de leur logement, s'occuper de leur santé, s'occuper de leur qu'ils se lotissent et peut-être s'occuper de leur divertissement. Le divertissement, c'est dans le cadre du possible. C'est accessoire. C'est dans le cadre du possible. C'est nécessaire, mais c'est dans le cadre du possible. Parce qu'avec le coût de la vie qui est devenu tellement dur, se loger, il faut le faire le plus tôt possible. Parce qu'après, quand on commence à... C'est ce conseil que donne aux gens. Quand tu commences à travailler, la première des choses, c'est de chercher à avoir un toit. Pour ne pas avoir à payer la location chaque fin du mois. Parce que quand tu commences à fonder une famille, 2, 3, 4, 5 enfants, où il faut assumer les autres charges là. S'il faut en plus payer le loyer, ça devient très compliqué. Donc la première des choses à faire pour un jeune qui rentre dans la vie active, c'est de penser à avoir son corps. Il y a les différentes étapes, acheter ton terrain. Voilà, mais ça ne doit pas être... parce qu'aujourd'hui, il y a ce gros débat sur la maison d'habitation. Oui. Les gens le considèrent comme un passif, c'est-à-dire un truc qui ne fait que aspirer de l'argent, qui ne produit rien. C'est des dépenses que tu fais pour acheter le terrain, des dépenses que tu fais pour construire, des dépenses que tu fais pour entretenir la maison, parce qu'une maison, ça s'entretient à prix fort. Donc, lorsque tu demandes aux jeunes de s'investir premièrement, après leur entrée dans la vie active, de s'investir premièrement dans la construction de leur maison, si je peux le dire comme ça, est-ce que ça doit être un investissement brut, j'ai envie de dire, ou ça doit se faire progressivement, du genre on achète, on y pense, on achète un terrain peut-être en 5 ans, on fait d'autres activités à côté, on achète peut-être un niveau de rentabilité, on lance des entreprises, après on vient mettre un parpaing, ainsi de suite. Non, je vais te couper tout de suite. Oui. Je prends par exemple l'exemple de mon cas. Je vais dire, bon, c'est vrai, j'ai été précoce, je me suis construit ici à 29 ans. 29 ans quand je me suis construit. La maison, le toit est très important. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu rentres dans la vie active, au départ, tu n'as pas de charge. Sinon, peut-être t'occuper de tes frères et soeurs, tes parents et tout ça. Si tu as la chance qu'ils font encore, qu'ils se battent encore, ils ne sont pas totalement à ta charge, mais de temps en temps, tu leur fais des petits cadeaux, des petits trucs comme ça. Et des cousins, des frères, c'est tout ce que tu as comme charge. Après, il faut te fonder ta famille, il faut te marier. Après te marier, il faut faire des enfants. Quand tu as 1, 2, pour ton cas qui viendra, c'est encore plus compliqué. Parce que quand tu as déjà 2, 3 enfants, il te faut une pièce plus grande. Imagine le coût du loyer. Et si tu multiplies ce loyer par 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et encore que quand tu payes le loyer, ça fond perdu. C'est de l'argent que tu donnes à un investisseur qui a déjà fait son investissement. Bon, tu peux le faire au départ parce que tu ne peux pas, mais quand autant que faire se peut, tu dois avoir l'idée que tu dois avoir ton toit à toi qui t'appartient. Encore que c'est une immobilisation qui t'appartient désormais et qui est désormais dans ton patrimoine. Et avec ça, tu n'as pas à subir les fougues du bailleur chaque fin de mois. Imagine que tu sois en train de payer le loyer et que tu penses plutôt à mettre l'argent dans une entreprise. Si après cette entreprise ne marche pas, et qu'à un moment tu perds ton emploi, tu fais comment payer le loyer? Ça devient problématique. Alors que l'argent que tu mettais, si tu avais pris cet argent pour faire la bombe, même si c'était, comme on dit chez nous, 2 chambres, un salon, c'est une maison qui te revient. Le lendemain, si tu perds ton emploi, les jours où tu sors, tu te bats, tu n'as pas pu trouver, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut t'occuper, tu vas rester chez toi. Il n'y a personne qui viendra à la fin du mois t'occuper pour dire il faut que tu payes mon loyer. Parce que c'est ton bien à toi. Donc l'idée que les jeunes ont dit que, je vois certains, bon, heureusement dans notre culture ça ne se voit pas beaucoup, aller acheter, louer un appartement à 400 000 où il met les climatiseurs partout, 3 chambres à l'immeuble, à Bonapiso, Bonanjo là-bas, il achète une voiture à 55 millions alors qu'il n'a même pas de terrain. C'est curieux. Si du jour au lendemain tu perds ton emploi, tu vas aller dormir dans une voiture climatisée avec toute ta famille ou quoi? Tu ne vas pas ouvrir la porte arrière, demander aux enfants d'entrer, ouvrir la porte et casser le cercle pour dormir.
La voiture que tu achètes à 55, il y a des maisons que tu peux. Il y a des quartiers où tu peux acheter un terrain et bâtir une maison à 15-20 millions. Donc l'idée de mettre les voitures, les appartements chics avant la maison, c'est complètement saugrenu. Ça ne rentre pas dans notre culture. La première des choses pour nous, quand tu as commencé à gagner de l'argent, c'est d'avoir un toit. Un toit pour toi et ta progéniture. Et c'est un bien que tu vas garder de manière définitive. Si ça a été conçu dans les règles de l'art. Cette maison, par exemple, où tu es, je l'ai fait il y a 20 ans. Elle tient encore. Elle tient encore. Tout ce que j'ai fait, c'est de changer. J'ai jamais, je sais pas, j'ai jamais changé de tôle. J'ai jamais, parce qu'il pleut dans la maison, j'ai jamais, puisqu'on change la robinetterie et tout ça. Oui, voilà. Les consommables. Les consommables. Voilà, les carreaux, on les nettoie, c'est à vie. C'est la rénovation, quand j'ai rénové en 2015, ces carreaux, les carreaux que j'ai mis en 2004, bien sûr, en 2000, combien 2004 par là. Voilà, ils sont toujours là, donc c'est un bien à vie. Si vous continuez à entretenir ça comme ça, 50 ans après, cette maison sera toujours là. Donc tu vois que c'est un bien que tu as réalisé comme ça en fond perdu, peut-être tu peux dire à fond perdu, mais qui rentre dans ton patrimoine pour la vie. D'accord. Voilà. Je renchéris parce que je crois que c'est un débat d'actualité. Est-ce que tu confirmes d'abord que c'est un débat d'actualité? Est-ce que c'est quelque chose que tu observes? Comment est-ce que tu accueilles ceux qui viennent te dire papa, je viens d'entrer dans la vie active, est-ce que tu penses que je dois acheter ma maison? Est-ce qu'ils viennent avec un a priori d'acheter leur maison ou est-ce qu'ils veulent investir par exemple avant? Non, ça c'est une question pour savoir un petit peu quel est le décor. Oui, c'est vrai. Et après la question subsidiaire, c'est est-ce que acheter faire de sa maison son premier investissement, ça ne ralentit pas au final ton évolution, si on veut dire? Bon, je ne sais pas dans quel angle vous le prenez déjà. Je ne sais pas. Évolution financière, disons-le. Oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. Peut-être que ceux qui pensent comme ça n'ont pas totalement tort. Parce que ça dépend dans quel domaine tu mets tes affaires. Tu mets ton argent pour investir. Pour investir. Si c'est un créneau qui est porteur, l'argent que tu as mis dans la maison peut rapidement fructifier et ce que tu as en retour te permet de faire ta maison. Ça, c'est dans le cas où tu as déjà un emploi stable. Si tu as un emploi stable, déjà, tu sais que ton emploi sur 5-10 ans, tu l'auras toujours. Tu peux encore prendre un risque comme celui-là, mettre de l'argent dans l'affaire pour produire de l'argent avant de venir investir. Oui. C'est possible. Oui. Donc, vraiment, je vais nuancer un peu mon truc, mais je dis, à un moment, même quand on a mis l'argent dans un petit business, il faut penser retirer rapidement ce qu'il y a comme bénéfice et faire un quoi avant de risquer avec le reste. Oui. Parce que ton poids, c'est comme ton dernier rempart quand ce business-là n'a pas marché. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, s'il faut résumer ton propos, je dirais que le toit, c'est très important et il faut le faire le plus tôt, autant que faire se peut. Autant que faire se peut, voilà. D'accord. D'accord. Il faut avoir beaucoup de clairvoyance aussi, savoir quel est le moment optimal entre les affaires ou les business qu'on peut lancer et les fonds qu'on peut éjecter de l'entreprise pour construire sa propre maison. Voilà. Donc, chez nous, dès que tu commences à travailler, quand tu as mis 3 ans, ton père commence à te demander est-ce que tu as acheté un terrain? Est-ce que tu as acheté un terrain? On ne va jamais te demander si tu as acheté une voiture. On te demande est-ce que tu as acheté un terrain? Après un certain temps, on dit qu'est-ce que tu fais de terrain là? Est-ce que tu as mis un parpaing là? Est-ce que tu as mis un camion de sable là? C'est une façon de te booster. Voilà. Parce qu'on suppose qu'un homme accompli, c'est celui qui a son poids, qui vit chez lui, qui ne va pas suivre les fougues du bailleur si du jour au lendemain il perd son emploi et il doit. Figure-toi que si du jour au lendemain tu perds ton emploi et que tu as déjà des enfants, tu dois, en plus de leur scolarité, chercher à payer le bailleur. Ça devient compliqué. Ça devient de plus en plus intenable. Voilà. Exactement. Je propose qu'on revienne sur la notion de famille et chef de famille. Aujourd'hui, on a une sorte de transition générationnelle. Ça, c'est normal. On a une génération, une autre qui suit chaque 20 ans, à peu près par là. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, je ne pense pas moi directement, après toi, il y a une autre génération intermédiaire avant moi, mais est-ce que tu penses que ces générations-là ont l'étoffe aujourd'hui pour être de bons chefs de famille? Ou est-ce que tu as remarqué une certaine dégradation, peut-être mutation
dans leur comportement. Oui, donc, et je crois qu'il faut dire, pour ceux qui suivent les conseils de leurs parents, je crois que l'histoire se perpétue. C'est suivre l'histoire de leurs parents, c'est quoi? C'est apprendre auprès des parents comment ils faisaient avant. En apprenant comment ils faisaient avant, tu trouves ta voie. Et si tu perpétues cette tradition-là, je crois qu'il n'y aura pas de problème. On n'apprend pas à une école à être chef dans une école à être chef de famille. On apprend par l'exemple, en suivant l'exemple de celui chez qui on a vécu, celui qui t'a parrainé, celui qui t'a tenu la main. C'est comme ça que tu apprends comment il faisait. Et je crois que ça coule doucement, ça vient tout doucement, quoi. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup, même trop de mal appris aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, nous on est jeunes, on parle avec des jeunes, on est sur les réseaux sociaux, on voit certaines vidéos, certains comportements en général. Et j'ai l'impression qu'on constate une sorte d'hyper-masculinité, c'est-à-dire le jeune homme aujourd'hui dit qu'il est chef, il est l'homme, il est le plus fort et tout et tout. Est-ce que c'est ça le chef de famille? Ou est-ce que c'est une notion plus complexe et plus noble que ça? Non, le chef c'est un peu plus noble parce que du temps de mes parents, ce que j'ai remarqué, c'est que même si c'est l'homme quand on dit que c'est l'homme qui fixe le cap, en fait, c'est lui qui fixe les orientations dans la famille. Ça ne veut pas dire que... Mais c'est vrai que la société occidentale nous a fait croire aujourd'hui que la femme peut aussi faire, comme la femme travaille déjà, elle peut aussi donner des ordres à la maison. Comme elle travaille, elle peut aussi faire... Non. Même si la femme travaille, c'est l'homme qui fixe le cap. En fait, c'est lui qui donne les directives dans la maison. Je ne veux pas dire que c'est vrai que je ne suis pas contre l'émancipation de la femme, mais je crois que le modèle des anciens était le meilleur des modèles. Donc, la femme a son mot à dire. De plus en plus, on donne quand même les paroles aux femmes. Avec la modernité, on donne des paroles. Avant, c'était très rude. Hein. D'abord, la femme, tu peux arriver dans une maison et tu ne vois pas la femme. Elles sont derrière la cuisine. Tu peux arriver, discuter avec le père, 1 heure et repartir, sans savoir même que le repas que vous êtes en train de manger, c'est une femme qui a cuisiné. Puisqu'elle cuisine, elle envoie les enfants servir, elle ne se présente même pas. Oui. Voilà. Donc, de plus en plus, on donne quand même la parole aux femmes et il y a ce qu'on appelle l'émancipation de la femme. Je ne suis pas contre, mais je crois qu'on doit faire un dosage. Ça doit être progressif et ne pas perdre le fondement de la valeur. Voilà, le façon de faire. Voilà. Pour rester dessus, c'est quoi dans la place de la femme dans la famille? Non, la femme apporte beaucoup. La femme apporte beaucoup. Le matin, quand tu es parti, même quand la femme travaille, c'est elle qui suit de manière fonctionnelle l'éducation des enfants. Le père là pour apporter les capitaux, ou bien je ne sais pas, bon, dans une certaine mesure aussi, parce que dans d'autres foyers, la femme contribue aussi à la scolarité, ou je ne sais pas, la popote et tout ça, aux factures d'eau, d'électricité. Mais la femme a ce côté maternel pour le suivi de l'enfant que l'homme n'a pas. Voilà. La femme a et je crois que c'est l'apport des deux qui permet aux enfants de grandir dans de bonnes conditions. Moi, pour mon cas, par exemple, moi j'ai toujours laissé madame, votre maman suivre votre côté, c'est pas cuisine, autre, que ce soit elle ou moi qui apporte l'argent. Mais votre scolarité, je me suis toujours impliqué. Et je le fais toujours. J'aime suivre le côté scolarité de l'enfant. Être au parfum, savoir l'orientation scolaire. Tout en écoutant l'enfant, savoir ce que lui veut faire. Et quand l'enfant me dit, je veux faire ci, je lui dis, voilà, pour arriver à cet objectif, voilà ce que tu dois faire. Je regarde tes notes. Si tu fais un répétiteur, je donne les moyens pour ça. S'il faut, ici, te faut une assistance psychologique, je le fais. Et je vais à l'école de temps en temps, savoir si tu vas à l'école, si tu es régulier et tout ça. D'accord. Voilà. Mais tu as parlé de l'aspect psychologique tout à l'heure, suivi. Toi, tu n'as pas une formation en psychologie. Comment tu fais pour suivre l'enfant? Non, c'est parce que je lis beaucoup. Voilà, je lis beaucoup, je me cultive beaucoup. Je lis beaucoup, je cultive beaucoup. Et à travers les bouquins que j'ai eu à lire, et à travers l'école de la vie, j'ai compris, parce que je n'ai pas eu besoin, je n'ai pas eu droit à cet accompagnement psychologique-là. J'ai été très vite abandonné à moi-même. Pas parce que mes parents n'avaient pas la volonté, mais peut-être parce qu'ils n'étaient pas instruits pour savoir qu'on avait besoin de cet accompagnement psychologique. Donc je ne les en veux pas pour ça. Donc moi, en retour, je dois
si j'ai eu la connaissance de cet aspect qui rentre dans la formation de l'enfant, dans sa constitution, je dois faire ça et je souhaite que vous qui passez par ici, vous continuez dans le même sens. Quoi. D'accord. Ça rentre dans l'éducation et l'instruction. Oui. On en parlera par la suite. Mais pour rester sur l'aspect famille, on a parlé du fort emprunt de la femme dans le foyer. Tu nous as un petit peu dit comment toi tu gérais le tien. Mais tu fais quoi de ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de femmes dans leur vie? Ils peuvent rester seuls. Non. Est-ce qu'un foyer avec juste un homme ou juste une femme, ça peut Non, j'ai même vu à la télé que les gens fabriquent des femmes artificielles. Il y a l'intelligence artificielle qui fabrique des femmes non, ça c'est la société occidentale. Chez nous, on a toujours besoin d'un autre sexe comme la femme pour son équilibre. Quoi. Voilà, c'est pas seulement le côté sexe, c'est surtout pour peut-être quand tu rentres le soir et que tu as des déboires dans le cadre de ton travail, être réconforté avec des petits mots. Voilà, c'est vrai que le travail, si tu as une bonne à la maison, quand ta femme a envoyé, si c'est la bonne qui doit te servir, c'est pas la même chose que ça aurait été ton épouse avec qui tu partages une certaine intimité et puis une complicité, voilà, avec qui tu as vécu des moments, parce que c'est dans le vécu, avec des bons moments et des mauvais moments qu'on s'attache à l'autre. Oui. Donc quand tu rentres comme ça, pour partager un moment de joie ou bien un moment de détresse, c'est ta moitié qui est là pour discuter avec toi et t'aider un peu à surmonter la difficulté quand il y en a. Donc ta femme c'est ta moitié. Voilà. D'accord. Voilà, je ne suis pas de ceux qui disent qu'on n'a pas besoin de la femme. Non. Mais les gens disent souvent que les hommes africains sont durs. Tout ce qui concerne le côté amour, par exemple, ils sont c'est ça? Le côté romantique, ils sont pas. Non, ça ne concerne pas. Moi, je suis romantique. Moi, je me bats autant que faire se peut d'avoir du romantisme parce que les femmes, elles en ont besoin. Oui. Voilà. Ok. Pour moi, d'ailleurs, je suis un gentleman. Pour moi, ça coule de source, donc c'est pas. Je ne force pas. Je suis très romantique. Donc tu es romantique et gentleman de nature. Voilà. D'accord. Pour ce côté-là, je ne force rien du tout. D'accord. Ça vient de lui. D'accord, c'est très intéressant. Très intéressant. Voilà. Sauf si tu as quelque chose à rajouter dessus, vous voulez qu'on suive peut-être sur la partie non, éducation. Tu peux passer. Parce que bon, c'était très intéressant. J'ai d'autres questions, mais bon, ça va faire qu'on tire de long à large. On n'a pas forcément assez de temps parce que tu es très occupé, tu dois aller vaquer à l'éducation. Mais pour rentrer maintenant dans l'aspect éducation, parce que tout au long de ce que tu as dit avant, on a vu que tu mettais un point d'honneur à la bonne éducation et surtout à la bonne instruction des enfants. Pourquoi on commence par l'éducation? C'est quoi les spécificités de l'éducation à l'africaine? Elle a quoi de particulier par rapport aux autres modèles? Et tu peux peut-être parler de ton cas, comment toi tu éduques tes enfants au quotidien? Non, l'éducation à l'africaine, c'est apprendre à l'enfant le goût de l'effort. Voilà, montrer à l'enfant que rien ne s'acquiert facilement, que tout s'acquiert dans la difficulté et que c'est au bout de l'effort que la lumière jaillit. Nous, par exemple, vous n'avez peut-être pas connu ça. Moi, j'ai fait le travail champêtre. Donc, pour manger, il fallait que j'aille au champ aider papa et maman dans les travaux champêtres. En rentrant, on devait ramener soit du manioc, soit du macabo qu'on portait sur la tête, sur des kilomètres et des kilomètres. Vous savez, quand le manioc a de l'eau, il est plus lourd. Il est plus lourd. On n'avait pas. C'est plus tard qu'on a eu le porte-tout. Où on portait tout sur la tête. Ce qu'on appelle pousse-pousse. On appelait ça porte-tout. Et c'était même pour des plantés qui sont déjà bourgeois. Avant, nous, on portait sur la tête. Il fallait aller, on sortait à 4 heures pour aller au champ. Parfois, on allait au champ avant de rentrer à 7 heures se laver pour aller à l'école. Parce qu'il faut aller soit chercher du bois pour le feu, soit aller chercher le repas.